Merci Sophie. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Laura Dawson, consultante et formatrice RSE pour l'association Formétique, qui a été créée alors officiellement en 2015, mais qui est débutée en 2014, qui propose des formations, des audits et du conseil pour développer vos compétences en qualité, en innovation pédagogique et en responsabilité sociétale. Nous sommes également partenaires d'organismes européens pour nous permettre de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de la société actuelle et future. Et avec nous, on a Stéphane Ponté, à qui je laisse la parole pour se présenter, qui va animer avec nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je fais également partie de l'association Formétique. Et à côté de ça, j'ai une activité d'accompagnement sur les sujets de transition écologique, notamment, et de changement de gouvernance dans les organisations. Donc moi, ma formation initiale, c'était le développement logiciel. Donc je suis issu du monde du numérique. J'ai baigné dedans quand j'étais petit, on va dire. Et progressivement, en fait, je me suis intéressé aux impacts environnementaux des produits et des solutions numériques que je développais, notamment dans le domaine de l'aéronautique et le spatial. Et depuis quelques temps, du coup, j'anime des formations et des ateliers en lien avec la sobriété numérique, avec le numérique responsable, et avec d'autres enjeux environnementaux aussi, notamment le climat et les solutions associées à ces enjeux-là. Sur ce webinaire, on va donc vous parler de qu'est-ce que c'est la sobriété numérique et quels impacts, que ce soit environnementaux ou sociaux, le numérique a. Et on va, avec l'aide de témoignages, vous donner des bonnes pratiques pour faire de la sobriété numérique. Et ensuite, on vous laissera un temps de questions-réponses si jamais vous avez des questions. L'objectif de ce webinaire, du coup, c'est de vous sensibiliser aux impacts environnementaux et sociaux du numérique et de pouvoir comprendre quels sont les enjeux de la sobriété numérique. Je vous laisse sur la première partie avec Stéphane. Alors, avant de vous présenter, de vous proposer une définition de ce qu'est la sobriété numérique, on avait envie de voir avec vous quels sont un peu les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous parle de sobriété. Donc le terme sobriété, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc pour ça, on va vous proposer d'utiliser la fonction question de ce webinaire. Donc normalement, vous avez un bouton qui vous permet de poser des questions, et on va l'utiliser là, du coup, pour répondre à la question que je viens de poser. Et donc, qu'est-ce que ce mot de sobriété évoque pour vous? Quelles sont les premières idées, les premières choses qui vous viennent à l'esprit, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque je vous parle de sobriété? Donc, vous pouvez utiliser la fonction de question pour répondre en mettant des mots, des expressions qui vous viennent à l'esprit, pour qu'on puisse le voir et réagir dessus. Voilà, je veux que ça commence. Donc, il y a modération, réduction de l'impact, sobriété, économie, donc impact modéré, ok, planète, ok. Donc, il y a le mot responsabilité qui vous vient aussi à l'esprit, très bien. Obsolescence, consommer avec modération. Donc, on voit que la modération arrive plusieurs fois de différentes manières dans les expressions que vous nous fournissez. Société, ok. Ok, alors vous pouvez continuer si vous avez envie, s'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit. Et on va commencer à partir de ce que vous avez mis déjà pour vous apporter un petit peu des éléments sur ce que, des fois, des fausses idées qu'on pourrait avoir sur la définition de ce qu'est la sobriété. Alors déjà, ce qu'on voulait rappeler, c'est que la sobriété, ça vient du latin sobrietas, qui signifie tempérance. Donc on est vraiment sur cette idée de modération, en effet de tempérance. On est vraiment sur cette idée-là. Alors des fois, on peut penser que la sobriété, on peut confondre sobriété et efficacité. C'est-à-dire que la sobriété, c'est pas faire toujours plus avec toujours moins. C'est pas l'idée. L'idée, on cherche pas forcément la performance ou la recherche d'efficacité, donc ce qu'on appelle l'efficience, si on compacte les deux idées. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on va rechercher, par contre, c'est plus un équilibre entre ce qui est possible de faire et ce qui est souhaitable de faire. C'est vraiment ça qu'on va chercher. On va chercher une balance décisionnelle entre tout ce qui est possible de faire avec les outils numériques qui sont de plus en plus développés et ce qui est vraiment souhaitable à faire, notamment pour la planète. Je voyais qu'il y a le mot planète qui a apparu, donc c'est exactement ça.
La deuxième idée qu'on peut retrouver associée à la sobriété, c'est qu'on peut penser que la sobriété, c'est une restriction ou une privation. On se prive de quelque chose lorsqu'on est dans la sobriété, on se restreint dans son usage ou des choses comme ça. Or, la sobriété, c'est forcément en fait une démarche volontaire. Donc, c'est une démarche qui est non subie, qui n'est pas imposée. Donc, on a entendu parler il y a quelques hivers, il y a deux hivers, de sobriété énergétique, lorsqu'on nous a demandé de baisser notre consommation en énergie l'hiver. En l'occurrence, c'était pas de la sobriété qui était demandée, puisque c'était subi. Et donc, on aurait pu dire que c'est du rationnement énergétique, mais pas forcément de la sobriété. Donc là, sobriété, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche volontaire et qui n'est pas subie. Et la troisième idée qu'on avait envie aussi de déconstruire sur la sobriété, c'est le fait que la sobriété signifie forcément une dégradation de la qualité ou de l'expérience. Donc si on prend la sobriété en formation, pour se dire on va dégrader la formation, l'expérience de la formation, on va dégrader la formation en elle-même. Or, la sobriété, en fait, peut amener des choses, peut amener une certaine richesse, notamment dans des interactions qu'on peut avoir avec les personnes, avec nos stagiaires en formation, par exemple. Et c'est plus de l'ordre du quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bénéfices secondaires associés à la sobriété. Donc, il y a Pierre Rabhi qui avait introduit la notion de sobriété heureuse, dans le sens où la sobriété, c'est pas forcément, on n'est pas forcément malheureux en étant plus sobre, en étant plus modéré, tempéré. On peut aussi avoir des bénéfices secondaires à ça, et notamment avec des interactions d'expériences plus riches, plus centrées sur les liens humains, plus de sens aussi dans ce qu'on fait, être plus centré à l'essentiel, et moins dans tout l'objet technique qui entoure la formation, par exemple, si on met dans le contexte de formation. Et par la suite, ce qu'on peut dire, c'est... Ah, j'étais un peu trop vite, voilà. Ce qu'on peut dire après, c'est quand on applique cette démarche de sobriété dans le domaine du numérique, il y a le collectif Green IT qui, en 2008, a proposé une définition de ce que pourrait être la sobriété numérique. Et donc, la définition qu'il propose, c'est que c'est une démarche qui consiste à concevoir des services numériques plus sobres et à modérer ses usages numériques quotidiens. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi utiliser cette citation de Saint-Exupéry, qui disait que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et c'est valable aussi dans une formation qu'on pourrait construire, de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que j'ai prévu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux retirer pour atteindre cette perfection sobre et modérée en fait de ma formation? Voilà un peu sur notre vision en tout cas de la définition de la sobriété numérique. Et ce qu'on pensait en fait, c'était important en fait de repartir aussi de pourquoi en fait on a besoin de s'intéresser à ce sujet de sobriété numérique à travers notamment les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Là, on va commencer en fait sur ce sujet à évoquer quelque chose qui est assez important en fait lorsqu'on s'intéresse aux impacts environnementaux du numérique, c'est de décomposer la fabrication, enfin décomposer un équipement numérique, par exemple, par rapport à son cycle de vie. Donc le cycle de vie d'un équipement numérique, en fait, c'est les différentes phases et différentes étapes dans la vie en fait de notre équipement numérique. Donc la première étape, c'est l'étape d'extraction, notamment extraction des matières premières qui vont être nécessaires à la fabrication de notre équipement numérique. Ensuite, on a la fabrication de cet équipement, on va avoir sa phase d'utilisation. Donc, apparemment, on achète l'équipement numérique, on rentre dans cette phase d'utilisation. Et ensuite, en fin de vie de l'équipement, on a toute la phase de recyclage, de valorisation ou pas d'ailleurs de l'équipement numérique. Et en fait, lorsqu'on analyse les impacts environnementaux sur des différentes phases, on en a quelques-uns là qui sont indiqués, on se rend compte qu'il y a des impacts à chaque étape de la vie de notre équipement numérique. Maintenant, si on fait un focus sur l'impact climat, donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone d'un équipement numérique, on se rend compte que l'empreinte carbone d'un équipement numérique dépend essentiellement des équipements et de leur fabrication. Alors, pourquoi ça dépend essentiellement des équipements? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'équipements numériques qui sont en circulation dans le monde. Il y en a à peu près 34 milliards d'équipements qui sont en circulation dans le monde. Et c'est surtout à la fabrication
qu'on va avoir le plus gros impact en termes climatiques, en termes d'émissions de CO2, principalement. La raison principale, c'est que ce sont des équipements qui sont souvent fabriqués dans des pays où l'énergie est très carbonée, des pays asiatiques notamment, où l'énergie est très carbonée, donc à base d'énergie qui est fabriquée à base de centrales à charbon, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'émissions de carbone qui sont liées au numérique, qui sont liées à cette phase de fabrication. Et souvent, en fait, le numérique, on peut le présenter comme quelque chose de virtuel, quelque chose, on parle du cloud, on parle de dématérialisation quand on parle des solutions numériques, on parle en effet de ces termes-là. Or, en fait, le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement matérialisé. Donc, il faut beaucoup de matière, il faut extraire énormément de matière, en fait, pour pouvoir fabriquer par exemple, un ordinateur de 2 kg à peu près, il faut plus de 800 kg de ressources à extraire en fait des ressources naturelles, donc notamment des énergies fossiles, notamment des minerais, différents types de minerais. C'est de plus en plus complexe en fait dans la conception en fait des équipements numériques. Et plusieurs milliers de litres d'eau, notamment pour pouvoir extraire ces minerais, il faut utiliser énormément d'eau dans le processus d'extraction. Et tout ça, en fait, c'est un peu invisibilisé, en fait. Et donc là, l'idée, c'était de remettre ça aussi en visibilité, de dire que il y a beaucoup de matière nécessaire pour construire ces équipements numériques. Donc là, comme on a vu avec Stéphane, c'est l'impact de la fabrication qui est plus importante, mais l'impact de l'utilisation, elle représente quand même une bonne partie et elle n'est pas quand même négligeable. Là, vous avez un petit graphique de l'utilisation du trafic Internet. C'est un nouveau rapport qui a été présenté par le QUIC, protocole de transfert optimisé développé par Google. Et ce nouveau rapport, il montre que les applications web les plus responsables du trafic Internet, ce sont Netflix et YouTube. Ensuite, vous avez d'autres services. Et les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ça représente une catégorie qui est dans la catégorie autre, qui est plus faible. Donc, on a TikTok qui était à peu près avec 3,9%. Alors, c'est en 2022, donc ça peut être mis à jour parce qu'aujourd'hui, on l'utilise un peu plus. Et Facebook qui était à 2,9%. Donc, ça reste très important quand même. Et l'utilisation de vidéos, par exemple, quand c'est en formation, des fois, on peut utiliser des vidéos en donnant à nos stagiaires ou à nos étudiants des vidéos YouTube à les regarder. Donc, c'est un impact lorsqu'on va calculer l'impact de sa formation qui est quand même important et à prendre en compte. Et limiter les vidéos YouTube ou limiter le fait d'ouvrir plusieurs vidéos YouTube à la fois, ça peut drastiquement réduire votre impact de votre formation. Donc là, on a vu des impacts plutôt environnementaux sur le numérique, mais il y a également des impacts qui sont sociaux et ils sont nombreux et ils touchent divers aspects de la société. Donc on peut voir qu'il y a des inégalités d'accès et de fractures du numérique, puisque ça peut aggraver des inégalités d'accès entre ceux qui ont des compétences ou encore ceux qui ont des moyens pour utiliser les technologies ou ceux qui n'en ont pas, tout simplement pas d'accès d'Internet ou pas d'accès à des outils. Et ça peut exclure du coup certaines populations, notamment les personnes qui sont âgées ou les personnes qui ont des faibles revenus ou celles qui vivent tout simplement dans des zones rurales ou dans des pays en développement. On a également la transformation des emplois et la précarisation avec de l'automatisation et de la numérisation qui transforme le marché du travail. Ça crée peut-être des nouvelles opportunités, mais ça peut quand même rendre obsolètes certains métiers. Donc par exemple les formateurs qui donnent des formations en ligne, ça peut à la fois aider certaines personnes qui n'ont pas accès à des formations, puisque la formation n'est peut-être pas dans la bonne ville, mais ça peut également empêcher certaines personnes qui, elles, n'auraient pas accès à Internet. Donc, c'est une question d'équilibre. Il y a aussi un effet sur la santé mentale et le bien-être de toutes les personnes qui utilisent le numérique, puisqu'avec un usage intensif du numérique, notamment avec les réseaux sociaux, on peut voir une santé mentale qui est en dégradation, puisqu'il y a de l'anxiété, de la dépression ou même un sentiment d'isolement. Et c'est surtout observé chez les jeunes. Et avec l'exposition qui est constante aux écrans et aux informations en ligne, on peut augmenter du coup le stress de ces personnes, ce qui n'est pas terrible.
On a également du coup la transformation des interactions sociales avec le numérique qui modifie de la manière dont on interagit. Ça favorise parfois des relations qui sont un peu plus superficielles en ligne, au détriment de liens qu'on pourrait créer de manière plus profonde lorsqu'on se voit en vrai. Et la socialisation du numérique via les réseaux sociaux et les plateformes de communication, elles peuvent changer du coup la dynamique sociale et du coup réduire toutes les interactions en face à face. Et ce qui du coup a également un impact sur la vie privée et la sécurité, puisqu'on collecte des données par des entreprises numériques qui posent du coup un problème de vie privée et de sécurité, parce que les individus, ils ont parfois peu de contrôle sur leurs données personnelles, et on publie beaucoup sur Internet ce qu'on fait, et ça peut amener à des abus, comme de la surveillance accrue ou de la manipulation pour les opinions. On le voit surtout en période d'élection, par exemple, et l'algorithme, il recommande ce qu'on a envie de voir, et voilà. Donc il faut faire très attention. Après, le but ici, c'est pas du tout de dire qu'il faut plus du tout utiliser le numérique, mais c'est juste de montrer que c'est comme dans tout, les extrêmes, c'est pas bon, et il faut juste avoir une bonne question de bonne balance pour faire attention. Le numérique a plein de qualités et ça a aidé dans plein de domaines, mais c'est une question de balance et de faire attention à ne pas tomber dans l'extrême. On va maintenant parler de ce qu'on a comme témoignage, donc que ce soit Stéphane ou moi, ou encore un témoin qu'on a interrogé en amont de ce webinaire, pour vous parler de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour éviter d'être justement dans ces extrêmes du numérique, sans pour autant ne plus se servir du numérique. Alors moi, je vais vous parler d'obsolescence psychologique. L'obsolescence psychologique, c'est la sensation que nos appareils sont dépassés, alors qu'en réalité, ils fonctionnent encore parfaitement. Et c'est une perception qui est souvent influencée par du coup le marketing, la sortie des derniers modèles, ou avec des mises à jour de logiciels qui parfois ne sont plus adaptés à notre outil. Mais est-ce qu'elles sont réellement utiles ou pas, ça reste à voir. Et c'est un problème, cette obsolescence psychologique, puisque du coup, ça favorise le gaspillage électronique, ce qui aggrave du coup les déchets et qui augmente beaucoup les déchets de technologie. Ça encourage l'achat fréquent de nouveaux appareils, ce qui peut créer une pression financière sur les personnes, et ça peut également faire un sentiment d'insatisfaction permanent chez les personnes qui sont atteintes de ça. Pour s'en prémunir, on peut du coup réfléchir avant d'acheter. Est-ce que le nouvel appareil il répond vraiment à un besoin réel, ou est-ce qu'il s'agit juste simplement de suivre une tendance? Il faut faire cette balance, encore une fois, c'est vraiment une question de balance. Réparer et recycler aussi, parce que des fois, peut-être que notre appareil, effectivement, il ne fonctionne plus sur certaines parties, mais est-ce que c'est pas réparable au lieu de tout simplement aller en acheter un nouveau? On peut voir du minimalisme numérique en essayant de limiter le nombre d'appareils numériques qu'on a. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 3 écrans, une tablette ou pas? Est-ce que juste un ordinateur, tout simplement, ça peut suffire? Moi, je peux parler de mon expérience, puisque quand j'ai eu mon bac en 2017, mon père avait un ordinateur qu'il m'a donné, puisqu'il travaillait dans une entreprise et qu'il devait changer son ordinateur. Il m'a donc donné son ancien ordinateur, que j'ai gardé pour aller du coup à la fac. J'étais dans un établissement privé où les gens avaient quand même des bons moyens, donc il y avait quasiment la majorité des étudiants de ma fac qui avaient le dernier modèle d'ordinateur. Ils avaient à peu près tous le même ordinateur, et moi du coup j'avais pas le dernier modèle ordinateur. Donc c'était un peu dur au début, j'avais une espèce de pression sociale de me dire que j'avais pas l'ordinateur comme les autres. Mais ma mère, qui est très sensibilisée sur ces thèmes-là, m'a quand même expliqué que c'était pas utile de changer. Mais moi, avec cette pression sociale, j'essayais de trouver des excuses un peu à droite à gauche pour changer d'ordinateur. Bon, ça n'a pas marché jusqu'à la fin de ma licence. Mes parents m'ont bien dit que non, je n'avais pas changé d'ordinateur, que c'était pas utile. Et puis je suis arrivée en master où j'avais beaucoup de cours à distance, et donc je trouvais l'excuse de la caméra qui n'était pas de la meilleure qualité pour faire du distanciel. Bon, en réalité, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, j'aurais jamais dû changer d'ordinateur, puisque c'est pas ça qui a changé ma scolarité
d'avoir une meilleure caméra, parce que l'autre marchait encore. Puisque la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ma mère a encore cet ordinateur et qui fonctionne parfaitement. Et qu'elle s'en sert tous les jours, donc il n'y avait pas de raison de le changer en réalité. Mais aujourd'hui, j'ai bien pris conscience que l'impact d'acheter un nouvel ordinateur, il valait absolument pas la peine d'être pris face à juste une légère meilleure qualité de caméra pour des vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai toujours le même ordinateur, je ne le change pas et je ne vais pas le changer tout de suite. Tant qu'il marche, il fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure, réfléchir avant d'acheter en évaluant si ce nouvel appareil répond vraiment à un besoin réel ou juste d'avoir envie de changer d'ordinateur parce que c'est tendance. Je sais que ça peut être dur, parce que des fois on a envie d'avoir le dernier appareil, mais prendre conscience de cet impact, ça peut vraiment être très important. Alors moi, j'avais souhaité faire un témoignage là pendant ce webinaire sur donc des actions que je mène assez régulièrement dans le cadre de mon activité professionnelle et puis en tant que citoyen, en tant que bénévole aussi. C'est le sujet de la sensibilisation auprès de mes anciens collègues notamment, de mes clients maintenant, de bénéficiaires aussi ou d'autres citoyens. Et comment on sensibilise au sujet de la sobriété numérique. Alors pourquoi déjà, sensibiliser? C'est une manière d'aborder le sujet de la sobriété numérique. La meilleure manière pour moi de l'aborder, c'est déjà de savoir de quoi on parle, en fait, pourquoi, de mettre du sens en fait à ces actions de sobriété. Et en fait, les personnes généralement ne sont prêtes à changer leurs habitudes et leur comportement que s'ils comprennent le sens que ça peut avoir, que s'ils comprennent que leurs usages, malgré le fait qu'ils aient des bénéfices dans leurs usages, il y a aussi des préjudices associés à ces usages-là. Et s'ils n'ont pas conscience de ces préjudices associés à l'utilisation des équipements numériques et à la fabrication des équipements, etc., ils n'ont aucune raison de vouloir changer leurs habitudes ou leur comportement. Et donc la première chose pour moi à faire, c'est de rendre visibles ces préjudices dont on a parlé tout à l'heure, donc les impacts environnementaux et sociétaux associés au numérique. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des formations en ligne qui existent, des MOOC notamment, qui existent sur le sujet. Il y a notamment l'Institut du numérique responsable qui propose des MOOC sur qu'est-ce que c'est le numérique responsable, les impacts environnementaux associés au numérique, etc. Il y a aussi l'INRIA qui propose aussi un MOOC sur les impacts environnementaux du numérique. Et à côté de ça, en fait, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est un atelier de sensibilisation qui s'appelle la fresque du numérique, qui est un atelier qui vise à comprendre les impacts environnementaux et sociétaux du numérique à travers donc un atelier de 3 heures, qui est un atelier collaboratif, donc ça se fait en équipe de 7 ou 8 personnes. Et ça se fait en utilisant la méthode pédagogique qui est inspirée de la fresque du climat. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. L'idée, c'est qu'on a un certain nombre de cartes avec des notions clés associées au sujet qu'on traite. Et l'idée, c'est en équipe qu'on arrive à reconstituer la fresque qui est proposée en mettant en lien ces différentes cartes les unes par rapport aux autres. Et donc à la fin, une fois qu'on a refait tous ces liens, on a une grande fresque avec toutes les cartes et qui permet d'appréhender un sujet complexe de manière beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait faire lors d'une formation plus classique. Et donc ça, c'est un atelier en fait qui aujourd'hui il y a plus de 100 000 personnes qui ont participé à cet atelier-là dans le monde. Donc ça a démarré en France, c'est un atelier français. Il y a plus de 4000 animateurs, animatrices qui sont capables d'animer ces ateliers. Donc, il y en a partout en France, dans toutes les régions en France, notamment en Hauts-de-France. Il y a des animateurs, animatrices qui sont capables de proposer cet atelier pour sensibiliser différents types de publics aux enjeux environnementaux du numérique. Alors ça, on va dire que c'est la première étape, parce qu'après, une fois qu'on a compris le problème, souvent la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Et la question de qu'est-ce qu'on fait, moi j'utilise généralement un autre type de support. Donc c'est donc un jeu de cartes en fait qui s'appelle Econum, qui propose en fait différents éco-gestes, différentes éco-pratiques
qu'on peut mettre en place, hein, soit dans sa vie de tous les jours, dans ses usages personnels ou familiaux du numérique, ou alors aussi, donc il y a des éco-pratiques qui sont proposées dans un contexte professionnel, donc à mettre en place dans son organisation, dans son organisme de formation par exemple, ou dans son métier en fait, dans son poste en fait. Et ce jeu, en fait, ce qu'il propose, c'est d'explorer de manière un peu plus approfondie différentes éco-pratiques et de pouvoir voir par rapport à notre contexte d'utilisation du numérique, par rapport à notre contexte d'utilisation professionnelle ou personnelle, est-ce que cette pratique s'applique dans mon contexte ou s'applique pas du tout? Est-ce que cette pratique, je la mets déjà en œuvre ou pas du tout? Et puis, si je la mets pas en œuvre, est-ce qu'elle me semble simple à mettre en place? Ça peut être une pratique que je peux mettre en place dès demain ou après-demain. Un peu plus complexe, il y a peut-être une étape de préparation à prévoir ou peut-être certaines choses à anticiper en fait pour pouvoir le faire, ou au contraire des choses qui sont qui vont demander tellement de changements et tellement de difficultés que c'est peut-être pas la priorité c'est peut-être pas une bonne idée de commencer par ça en tout cas, parce que ça pourrait notamment nous décourager. Et donc ce jeu, il permet de classer un petit peu et puis de préparer un peu sa feuille de route, son plan d'action pour aller vers une sobriété numérique en s'inspirant des différentes pratiques qui sont proposées. Et dernière chose que je voulais témoigner, c'est des pratiques qui peuvent être plus particulièrement applicables dans le domaine de la formation. Donc, dans le cadre d'une journée pédagogique qu'on a organisée avec Formétique, on a posé la question à des formateurs et des formatrices donc en utilisant justement les cartes, les éco-pratiques du jeu Econum, on s'est posé la question, est-ce que ça peut s'appliquer dans le domaine de la formation professionnelle ou pas? Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un certain nombre de pratiques qu'on a identifiées qui nous paraissaient en effet assez intéressants à vous partager. La première chose que j'avais notée, c'est, oui, dans les salles de formation, le fait de maintenir l'utilisation de vidéoprojecteurs plutôt que de mettre des écrans LCD dans les formations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans LCD, ça consomme 10 fois plus d'énergie qu'un vidéoprojecteur. Et souvent, en fait, on l'utilise comme un vidéoprojecteur. Donc, ça donne pas de bénéfice en plus en termes d'usage la plupart du temps. Et c'est vrai que quand on peut maintenir l'usage des vidéoprojecteurs, c'est une économie d'énergie assez conséquente. Surtout si vous avez beaucoup de salles de formation. Une autre chose qu'on avait notée, c'est de se former en tant que formateur professionnel ou de former vos équipes à l'éco-conception d'une formation. Donc aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de modèles en fait et d'outils pédagogiques aussi pour pouvoir se former à l'éco-conception d'une formation professionnelle et de pouvoir analyser le cycle de vie d'une formation et de voir sur chaque étape du cycle de vie en fait quel choix, quelle décision on peut prendre en termes de conception pour aller vers quelque chose qui serait plus respectueux de l'environnement notamment. Une autre chose c'est aussi, on a vu tout à l'heure que le gros sujet de l'impact environnemental était sur les équipements, les équipements numériques. Et en fait, une pratique qui peut être applicable à la formation, c'est de travailler sur ses achats, sur l'achat responsable des équipements numériques que vous utilisez, et notamment, est-ce que vous n'avez pas des filières d'achat reconditionné ou d'achat d'occasion qui pourraient vous permettre de réduire l'impact environnemental de vos achats sur les équipements numériques que vous utilisez, et sur la fin de vie aussi de ces équipements. Donc déjà, avoir des pratiques pour faire durer les équipements le plus longtemps possible, mais aussi lorsqu'on arrive en fin de vie de l'équipement, de pas stocker inutilement en fait ces équipements numériques dans vos placards, mais de pouvoir les insérer dans des filières de recyclage qui existent. Notamment, il y a la filière écosystème en fait qui permet de récupérer les équipements numériques en fin de vie et de pouvoir les recycler. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur les pratiques qu'on avait identifiées qui pouvaient avoir le plus d'impact, en tout cas, sur le métier de la formation professionnelle et qui doivent s'appliquer aussi, je pense, sur le métier de l'orientation aussi professionnelle. Je vais juste vous mettre le lien pour d'autres bonnes pratiques. Alors, j'essaie de vous le partager. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous avez tous reçu le lien. C'est bon ou pas?
C'est un lien qui vous amène sur un outil qui a été fait par l'ADEME et dessus vous allez pouvoir trouver plein de bonnes pratiques que vous allez pouvoir choisir en fonction de si vous souhaitez agir à la maison, au travail, dans votre organisation. Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous avez des bases? Est-ce que c'est des actions parce que vous maîtrisez déjà le sujet que vous avez envie de faire? Et ça vous proposera des idées de bonnes actions que vous pouvez mettre en place chez vous. On va donc maintenant parler de Laurent Dedieu qu'on a interrogé. C'est le directeur de My Green Training Box, qui est un organisme de formation qui est engagé dans la mesure, la réduction et la compensation de ses émissions carbone. Et il a déjà témoigné pour le premier webinaire qu'on a animé pour le C2RP sur les bilans de gaz à effet de serre. Et on va donc voir avec Stéphane ce qu'il nous a partagé. Donc, on peut voir qu'est-ce qui a motivé My Green Training Box à s'engager dans une démarche sur le numérique responsable. Alors, ce que nous a répondu Laurent là-dessus, c'est qu'il y avait trois grandes sources de motivation pour s'engager dans une démarche numérique responsable pour eux. Le premier, c'était qu'ils avaient, ça leur tenait à cœur d'avoir un engagement en tant qu'entreprise sur les sujets environnementaux, parce qu'ils avaient déjà ils étaient pas mal sensibilisés sur les impacts environnementaux du numérique, et pour eux, c'était important d'avoir un engagement fort en fait sur ces enjeux-là à travers leurs produits, leurs services. Deuxième point, c'était que c'était quand même fortement en lien avec leur activité. Donc, My Green Training Box, ils développent des outils de formation numérique, donc du contenu notamment en vidéo, sous format vidéo, sous forme de MOOC par exemple, et en fait notamment sur des sujets de développement durable. Et donc ça aurait été complètement du non-sens de faire cette activité-là sans s'engager dans une démarche de numérique responsable pour eux. Et puis une évidence parce que une entreprise comme la leur, en fait, ne pouvait pas faire l'économie du numérique responsable, de par aussi en fait le modèle économique qu'ils avaient et puis les sujets en fait qu'ils traitaient, ça leur paraissait être une évidence. Est-ce qu'il a pu identifier des spécificités dans le fait d'appliquer cette démarche dans leur métier ou dans leur activité? Alors, la difficulté qu'ils ont eu au début, c'est que le numérique responsable, ça a été essentiellement construit, on va dire, au début par des développeurs informatiques, pour des développeurs informatiques, on va dire, et plutôt pour des grands groupes, des grandes administrations. Donc, c'est tout le contraire, puisque c'est plutôt une petite structure. Et ils sont pas du tout dans le domaine du développement informatique, mais ils développent des contenus de formation. Et donc au début, ils étaient en manque de repères et en manque d'informations sur comment ils peuvent agir dans une démarche de numérique responsable dans leur métier, dans leur activité. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont essayé de répondre aux questions qui se posaient eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé les réponses. Et donc ils ont développé un livre blanc sur qui est une première étude sur les impacts environnementaux de la formation numérique. Et donc, ils ont ce livre blanc, donc on pourra aussi mettre le lien peut-être dans la liste des liens de ce webinaire, qui permet de répondre à toutes les questions qui se posaient et sur lesquelles ils n'arrivaient pas à trouver de réponse par eux-mêmes. Et ensuite, ils ont développé donc un modèle du cycle de vie de la formation numérique. Donc, ils ont décomposé un peu les différentes étapes, notamment dans la conception d'une formation numérique, et de voir en fait où étaient les impacts environnementaux associés à ces différentes étapes dans leur contexte à eux. Et ensuite, ils ont principalement identifié 3 grandes actions qu'ils ont mis en place pour s'engager dans la démarche numérique responsable. La première action qu'ils ont fait, ça a été de développer une plateforme de formation qui était éco-conçue. Donc, ils ont intégré l'éco-conception dans leur pratique de développement. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des procédés de création de contenu pédagogique, numérique, essentiellement des vidéos, de manière à réduire la taille de ces vidéos et d'en réduire du coup les impacts. Et ensuite, ils ont sélectionné aussi des solutions d'hébergement qui leur permettaient en fait de garantir à la fois une certaine éthique dans les pratiques d'hébergement en fait qu'ils ont choisies, mais aussi en fait une
une solution d'hébergement qui était aussi engagée, donc un hébergeur en fait qui était engagé lui-même dans une démarche de numérique responsable. Donc pour les citer, c'est Infomaniac en fait, la solution d'hébergement qu'ils ont choisi. Et si on devait aider les personnes s'ils devaient aider les personnes qui voudraient elles aussi s'engager dans une démarche du numérique responsable, quelles seraient les étapes et les investissements qui seraient à prévoir pour ce type de démarche? Alors, donc déjà les étapes en fait pour eux qu'ils ont mis en œuvre, qu'ils ont identifié, ça a été d'abord d'acculturer les équipes de leur donc de My Training Box au numérique responsable, donc de sensibiliser en fait le personnel, les salariés notamment, de créer un groupe de travail aussi pour définir les actions concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de cette démarche numérique responsable, de suivre les actions qui mettaient en œuvre, de les suivre, de mesurer l'impact que ça pouvait avoir, et puis de faire un point annuel pour aller plus loin dans la démarche, de s'engager en fait dans une démarche d'amélioration continue dans le cadre de la démarche de numérique responsable aussi. Et donc les investissements, en fait, c'est principalement des investissements humains. Il y a eu peu finalement d'investissements en coût, mais beaucoup d'investissements en termes de formation, comme on a pu le voir, en termes d'organisation pour mettre en place cette démarche, organisation humaine, et donc une procédure en fait, enfin une manière de travailler en fait qui a évolué. Et c'est principalement là-dessus qu'ils ont investi du temps. Et ils ont un rapport en fait annuel, notamment le dernier, il est sorti en 2023, qui décrit un petit peu ce qu'ils ont mis en place dans l'année sur le numérique responsable. Et quels conseils ils pourraient donner à une organisation du coup qui voudrait mettre une démarche en place? Alors, les conseils qu'il avait envie de donner, c'est de former en fait le plus rapidement possible en fait les collègues ou les membres de son organisation. Donc ça peut être des formateurs, formatrices, des personnes qui travaillent dans l'administration de l'information par exemple, pour qu'ils puissent, que tout le monde puisse parler le même vocabulaire et comprendre en fait de quoi on parle quand on parle de numérique responsable. D'installer le numérique responsable de façon durable dans sa structure. Donc, par exemple, ne pas se lancer dans des chantiers pharaoniques dès le départ, mais de commencer peut-être par des choses accessibles et facilement implémentables au début, pour ensuite grandir au fur et à mesure les ambitions. Il parlait aussi de réfléchir au cycle de vie de sa propre formation lorsqu'on développe de la formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en synchrone, en asynchrone, et de vraiment réfléchir aux outils numériques qu'on utilise dans ces différentes étapes. De réfléchir à la réutilisation et la mutualisation des contenus de formation. Et aussi, ils nous invitent aussi à les contacter si ils ont besoin, si on a besoin justement de témoignages, de conseils, d'avis en fait pour échanger sur le sujet. Dans leur feuille de route numérique responsable, ils ont notamment le fait d'informer leurs pairs sur le sujet du numérique responsable et de déployer un peu les pratiques au-delà même de My Training Box. On va passer du coup maintenant aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'onglet questions justement et on pourra essayer d'y répondre. On a peut-être une à laquelle je n'ai pas répondu. L'augmentation des besoins matériels des logiciels est exponentielle. Les développeurs sont-ils en cause? Pas d'optimisation des programmes. Donc c'est une bonne question. En effet, on peut considérer que, alors moi je peux témoigner là-dessus, c'est que j'ai été formé au développement logiciel, mais à aucun moment dans ma formation on m'a parlé d'impact environnemental des logiciels. Rien que le choix du langage de programmation qui est utilisé ou les techniques qu'on utilise, les outils qu'on utilise pour développer ont des impacts différents en fait, et donc ça c'est les choix qu'on fait en fait dès cette phase-là sont assez déterminants en fait pour l'impact environnemental des solutions qu'on développe. Et en effet, il y a toute une question de comment on forme en fait les personnes qui développent ces solutions-là. Donc, est-ce qu'ils sont en cause? En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer les connaissances sur ce domaine-là. Après, ils sont un peu victimes de leur formation initiale qui n'intégrait pas ces enjeux en fait dès le départ.
Après, il y a la question d'optimisation. En effet, c'est toujours la réflexion court terme, long terme. Est-ce qu'on réfléchit court terme et du coup, on a plus intérêt à aller au plus simple et pas forcément très optimisé. Et lorsqu'on réfléchit un peu plus moyen et long terme, on commence à penser à optimiser, on pense à la simplicité, enfin à trouver des solutions peut-être moins optimales, mais qui vont faire moins de mal à la planète. Donc, mais c'est pareil, c'est une façon aussi d'aborder le sujet du numérique responsable dans les formations. Alors j'avais peut-être un message ou deux, moi, en conclusion à apporter. Je pense la première chose en fait que je voulais apporter, c'est de dire ce qui est important, c'est de pas s'arrêter aux premiers échecs, aux premières difficultés que vous pourriez avoir si vous souhaitez changer vos habitudes, changer vos comportements sur le numérique, parce que en fait on peut, en effet, quand on essaie quelque chose et que ça marche pas, on a tendance à laisser tomber. Donc essayez de commencer par des choses qui vous semblent assez facile à mettre en œuvre en fait. Plus ça va être facile à mettre en œuvre, plus ça vous aura encouragé à en faire encore plus et à continuer. Si vous commencez par des sujets très compliqués qui en mettent en cause pas mal de choses, hein, ça va être très difficile en fait de pouvoir vous recommencer une deuxième fois, quoi. Un deuxième point qui me semblait important, c'est de toujours essayer de voir quels sont les bénéfices secondaires qui pourrait y avoir à mettre en place une nouvelle pratique de sobriété numérique notamment. Des bénéfices secondaires, ça pourrait être moins j'utilise le numérique dans mes formations, plus je suis en lien avec les personnes et plus en fait je vais avoir un impact à travers en fait la relation que je crée avec mes stagiaires. Ça va donner une autre façon d'appréhender la relation formateur-stagiaire sans le média numérique, avec moins de médias numériques, et ça va être un contact beaucoup plus direct, par exemple. Donc ça, c'est une manière d'avoir des bénéfices secondaires qui bénéficient à la planète, mais qui bénéficient aussi à l'objet de votre métier. Et la dernière peut-être point de conclusion que j'avais, c'est n'hésitez pas à parler autour de vous, auprès de vos pairs, de vos collègues, même de votre famille, de ce que vous faites en termes de sobriété numérique, ce que vous faites déjà, de ce sur quoi vous faites déjà attention, parce que plus vous allez en parler, plus ça va inspirer d'autres personnes à faire de même, et c'est comme ça qu'on construit en fait des récits collectifs à l'échelle de notre société. C'est en parlant, c'est en discutant, en parlant de ce que vous faites, en parlant peut-être des difficultés que vous rencontrez aussi des fois à mettre en place certaines actions, mais c'est à travers ça en fait qu'on peut aussi inverser des tendances, donc la tendance du toujours plus de numérique. On peut l'inverser aussi à travers en fait ces nouveaux récits. Parfait, merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.